Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnait sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu,
mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Et si un objet mystérieux gravé dans la pierre antique n'était pas que symbolique, mais quelque chose que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui? À travers de multiples civilisations anciennes, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, les archéologues retrouvent le même objet étrange. Cet objet ressemble étrangement à un petit sac muni d'une poignée,
Et ce qui est le plus surprenant est la constance de son design, quel que soit l'endroit où il finit par apparaître. Les exemples les plus célèbres proviennent de la Mésopotamie antique, surtout des civilisations sumériennes et plus tard assyriennes, qui remontent à une époque de plus de 3000 ans. Dans des reliefs en pierre détaillés, des figures humaines et des êtres ailés sont représentés tenant un petit objet en forme de seau avec une poignée bien définie. Ces figures sont souvent identifiées comme des apkalus, des êtres mythologiques associés à la sagesse et aux pratiques rituelles. Dans de nombreux cas, ils sont représentés à côté d'arbres sacrés, accomplissant ce qui semble être des actes cérémoniels. L'objet lui-même est presque toujours représenté de la même manière. Il a une structure rigide, une base plate et une poignée incurvée qui tient parfaitement dans une main. Ce niveau de cohérence est inhabituel pour l'art symbolique, où les formes varient souvent selon l'artiste ou l'époque. Ici, les proportions restent presque identiques d'une gravure à l'autre, suggérant que l'objet avait une forme spécifique et reconnaissable. Dans de très nombreuses scènes, le sac est visible avec un autre objet, qui ressemble étrangement à une pomme de pin. Les chercheurs pensent que cette combinaison pourrait représenter une pratique rituelle, impliquant peut-être l'aspersion d'eau ou d'huile. D'après les textes anciens, l'explication la plus acceptée est que ces objets étaient des récipients de cérémonie, parfois décrits comme des seaux rituels de purification. Mais cette explication commence à s'effondrer lorsque des formes similaires apparaissent en dehors de la Mésopotamie. À Göbekli Tepe, l'un des plus anciens sites archéologiques au monde, datant de plus de 11 000 ans, les gravures incluent des symboles qui ressemblent de près à ce même sac. C'est des milliers d'années plus vieux que la civilisation sumérienne. Plus surprenant encore, des formes similaires ont été identifiées dans les cultures mésoaméricaines, notamment dans les premières gravures olmèques. Ces civilisations se sont développées indépendamment, sans aucun contact confirmé entre elles. Pourtant, l'objet est d'une ressemblance frappante. Cela soulève une question difficile. Pourquoi des cultures totalement distinctes représenteraient-elles des objets presque identiques? Une explication est la convergence symbolique où différentes civilisations créent indépendamment des symboles similaires pour représenter la même idée. Un récipient contenant quelque chose d'important ou de sacré est un concept qui a pu émerger en plusieurs lieux. Mais la précision de sa conception rend cette idée plus difficile à accepter pleinement. L'objet n'a pas seulement l'air symbolique, il semble fonctionnel. La poignée est proportionnée d'une manière qui suggère qu'il était destiné à être porté. La base semble stable, comme s'il pouvait être posé sur une surface. La conception globale ressemble plus à un objet réel qu'à un symbole abstrait. Cela a conduit certains chercheurs à se demander s'il ne nous manque pas une partie du tableau. Des théories plus spéculatives suggèrent que l'objet pourrait représenter une technologie perdue ou des outils disparus. D'autres pensent qu'il pourrait symboliser le savoir, le pouvoir ou une sorte de transfert entre l'humain et le divin. Cependant, il n'existe aucune preuve physique pour étayer ces idées. Aucun objet réel correspondant exactement à ce modèle n'a jamais été retrouvé. Et ce détail est important. S'il s'agissait d'outils courants, on s'attendrait à en trouver au moins un exemplaire survivant. Le fait qu'on ne les voit que sur des gravures suggère qu'ils étaient peut-être cérémoniels, rares, ou même des représentations symboliques de quelque chose qui n'était pas destiné à être conservé physiquement. Un autre détail clé est de savoir qui les tient. Dans presque tous les exemples, l'objet est porté par des figures importantes ou mythologiques, et non par des gens ordinaires. Cela suggère qu'il avait une signification ou un rôle spécifique, peut-être lié au statut, à l'autorité rituelle ou à la pratique religieuse. Aujourd'hui, l'explication la plus acceptée reste qu'il s'agissait d'objets rituels utilisés lors de cérémonies. Mais cela n'explique pas totalement la constance de leur conception ni leur apparition dans différentes cultures et époques. Le sac sumérien reste l'un de ces rares cas en archéologie où l'objet est clairement visible, largement documenté et pourtant pas encore totalement compris. Il n'est ni caché ni obscur. Il apparaît dans certains des sites les plus étudiés au monde. Et pourtant, il n'existe toujours pas d'explication unique qui rende compte de toutes les preuves. Parfois, le mystère ne réside pas dans ce que nous ne pouvons pas voir,
mais dans ce que nous voyons trop souvent sans le comprendre pleinement. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait.
L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés.
Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant. Mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangèrent les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme,
Les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares, mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous vous rendez dans le sud du Brésil, vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales. Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléoterriers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue, comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres, une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle.
Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé. La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique. Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guère sociables. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque. Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes. Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre. Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre.
sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient néanmoins besoin d'un ventre énorme juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs. Un véritable mode turbo offert par la nature. Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques. Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même avoir fané. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines, ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille.
En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps, et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois.
contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume.
En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur, et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le XIXe siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple d'Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône. Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret.
Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées.
Le disque comporte 240 et un symboles des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayon X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés.
Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. Nul homme ne retrouvera jamais mon tombeau. C'est, selon la légende, ce qu'aurait un jour déclaré Cléopâtre. Il ne s'agissait pas réellement d'une question de sexe. Elle ne souhaitait simplement pas qu'une âme vivante vienne troubler son repos. Et je pense qu'elle signifiait par là qu'aucun être humain ne parviendrait jamais à localiser sa tombe. Pourtant, contre toute attente, c'est bien une femme qui s'est approchée plus que quiconque de cet objectif tant convoité. Faites la connaissance de Kathleen Martinez-Berry, une avocate pénaliste dominicaine devenue archéologue. Sa fascination pour Cléopâtre fut telle qu'elle décida de tout quitter pour partir en Égypte, sans le moindre appui officiel ni même l'aval des autorités. Son seul moteur, une détermination inébranlable à retrouver la dernière demeure de la reine. On pourrait dire que Kathleen a toujours eu une longueur d'avance. Élève précoce, elle sauta plusieurs classes, maîtrisa le piano, les échecs, la natation et les arts martiaux, et grandit dans un environnement où les plus brillants esprits venaient débattre sous son toit. Diplômée en droit à 19 ans, elle nourrissait depuis longtemps une passion pour l'archéologie, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Égypte, ni participé à une seule fouille. Son obsession pour Cléopâtre remontait à un échange animé avec son père en 1990. Ce jour-là, elle pénétra dans la bibliothèque familiale en quête d'un exemplaire d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Son père, Fausto Martinez, professeur et expert en droit, qualifia alors la reine d'Égypte de simple séductrice. Kathleen ne pouvait s'y résoudre. Elle riposta avec ferveur, soutenant que l'histoire avait profondément dénaturé l'image de Cléopâtre. Selon elle, les Romains s'étaient appliqués à détruire sa réputation, et pendant des siècles, on s'était contenté d'adhérer à leurs récits. La discussion s'éternisa des heures durant, jusqu'à ce que son père concède qu'il avait peut-être jugé la souveraine trop hâtivement. Cette conversation marqua un tournant décisif. Dès lors, Kathleen se plongea dans l'étude des textes antiques, accordant une attention particulière aux récits de Plutarque sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Plus elle approfondissait ses recherches, plus elle se persuadait que la reine d'Égypte n'était pas qu'une souveraine éprise d'un tyran au destin tragique, mais une stratège de génie, engagée dans une lutte politique visant pour préserver l'indépendance de son royaume. Et plus elle lisait, plus une question s'imposait à elle. Et si l'on avait toujours cherché le tombeau de Cléopâtre au mauvais endroit, cette idée ne la quitta plus. Alors qu'elle veillait sur son deuxième enfant, elle obtint une maîtrise en archéologie, une capacité à jongler avec les responsabilités qui témoignent de sa détermination. Cette quête raviva l'obsession qui allait désormais guider sa vie, percer le mystère du tombeau de Cléopâtre. Si la majorité des spécialistes estiment que la reine repose sous l'Alexandrie moderne, en compagnie de 13 autres souverains ptolémaïques, Martinez défend une hypothèse radicalement différente. Elle est convaincue que Cléopâtre a été inhumée à Taposiris Magna, un temple ancien dédié à Osiris, dieu de l'au-delà. Mais pour confirmer cette intuition, il lui fallait encore mettre la main sur un cartouche remontant à sa fondation. Ces plaques, de la taille d'un smartphone, étaient enfouies sous les structures sacrées et comportaient souvent des inscriptions relatant la date et la raison de la construction du temple. Si elle parvenait à découvrir une plaque attestant que l'édifice était voué à Isis, divinité tutélaire de Cléopâtre, elle disposerait enfin d'une preuve tangible qu'elle fouillait au bon endroit. Rien ne pouvait la détourner de son objectif. Martinez et son équipe fouillèrent l'ensemble du site, creusant plus profondément que quiconque avant eux. Ils découvrirent des pièces de monnaie frappées à l'effigie et au nom de Cléopâtre, qui établissaient un lien direct entre la souveraine et ce lieu. Puis, ils mirent au jour un élément encore plus fascinant. Un tunnel souterrain qui acheminait autrefois l'eau depuis le temple jusqu'à la Méditerranée. Si une partie de l'édifice s'était effondrée dans les flots, la tombe de Cléopâtre pouvait-il s'y trouver lui aussi? Pour poursuivre ses recherches sous-marines, Martinez devait convaincre les autorités égyptiennes de lui accorder leur soutien. Contre toute attente, elle parvint à exhumer le cartouche de fondation tant convoité. Il révélait qu'un pharaon avait dédié une vaste région de Nubie à la déesse Isis. C'était la confirmation tant attendue. L'inscription prouvait que le temple était bien consacré à Isis, confirmant que la théorie de Martinez n'était pas sans fondement. Si un temple se dressait encore sur la terre ferme, elle en déduisait qu'un second, peut-être même le tombeau de Cléopâtre, s'était effondré dans la mer. Pour étayer cette hypothèse, elle avait besoin d'experts en archéologie sous-marine. Elle contacta donc Robert Ballard,
célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic. Avec l'aval de l'Égypte, son équipe se mit à sonder les eaux au large d'Alexandrie. Ce qu'ils mirent au jour dépassait leurs espérances. Sous l'eau, ils découvrirent d'imposantes structures de pierre, dont certaines atteignaient 2 à 3 mètres de haut, à l'endroit même où la côte se trouvait des millénaires auparavant. Parmi elles, figuraient aussi des blocs de basalte, le même matériau que celui des statues du premier temple. Une conclusion s'imposait. Ces pierres n'étaient pas de simples débris. Il s'agissait des vestiges d'une cité engloutie, ensevelie sous les flots depuis des siècles. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si Martinez et son équipe parviendront à percer l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, laissé par l'exceptionnel Cléopâtre. Revenons un peu en arrière. À la mort de son père, Ptolémée le XIIe, le trône égyptien revint officiellement à la fois à Ptolémée XIIIe et à Cléopâtre, du moins en apparence. Alors âgée de 18 ans, Cléopâtre aurait épousé son frère de 10 ans, une pratique courante parmi les dynasties de l'époque. Bien qu'aucune preuve formelle ne permette de l'affirmer avec certitude. Mais l'union ne dura pas. Très vite, le jeune Ptolémée décida qu'il voulait régner seul et chercha à évincer Cléopâtre. Contrainte de fuir l'Égypte, elle ne se contenta pas d'attendre son heure dans l'ombre. Déterminée à reprendre ce qui lui revenait de droit, elle leva une armée. À seulement 21 ans, elle se trouvait déjà dans le désert du Sinaï, à la tête de ses troupes, élaborant son retour triomphal au pouvoir. À cette époque, Cléopâtre entretenait déjà une alliance aussi stratégique que personnelle avec Jules César. En juin 47 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à un fils, Ptolémée César, plus connu sous le nom de Césarion, que beaucoup considèrent comme l'enfant de César. Mais cela ne l'empêcha nullement de respecter les traditions royales égyptiennes. C'est ainsi qu'apparut dans sa vie un second époux, son autre frère, Ptolémée XIVe. Oui, malgré sa liaison avec César, Cléopâtre contracta une nouvelle union au sein de sa propre famille, car dans son univers, préserver le pouvoir dynastique était une priorité absolue. Toutefois, son mariage ne changea rien à la solidité de son lien avec César. Cléopâtre se rendit même à Rome aux côtés de Ptolémée XIVe pour une visite d'État. Mais au lieu de loger au palais officiel, elle s'installa dans la villa privée de César, sur les rives du Tibre. Cependant, en 44 avant Jésus-Christ, aux ides de Mars, l'assassinat de César bouleversa l'équilibre politique et mit en péril la position de Cléopâtre. Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après, Ptolémée XIVe trouva la mort. Certains soupçonnent même que Cléopâtre ait orchestré sa disparition, la laissant seule maîtresse de l'Égypte. Pendant ce temps, à Rome, Marc-Antoine consolidait son ascension, se rêvant l'héritier politique de César. Curieux d'évaluer la souveraine d'Égypte, il la convoqua. Cléopâtre ne manqua pas l'occasion de marquer les esprits. Elle fit son entrée sur une somptueuse barge, paraît-elle une déesse. Dès qu'il la vit, Antoine en fut immédiatement épris, à tel point qu'il abandonna son épouse restée à Rome pour suivre Cléopâtre à Alexandrie, où leur relation prit la forme d'une idylle à part entière. Ensemble, ils eurent 3 enfants, et s'engagèrent dans un conflit majeur contre Octave, fils adoptif de César, dans une lutte acharnée pour le contrôle de l'Empire romain. La dernière apparition de Cléopâtre eut lieu dans son mausolée, paré de tout le faste royal. Un diadème ornant son front, étendu sur ce que Plutarque décrivit comme un lit d'or. Après leur défaite à Actium, les troupes d'Octave marchèrent sur Alexandrie. Consciente que la fin approchait, la reine se retrancha dans son mausolée, entourée d'or, d'argent, de perles et d'œuvres d'art. Plutôt que de voir ses trésors tomber aux mains des Romains, elle menaça de les réduire en cendres. Antoine, refusant de son côté de tomber vivant entre les mains des Romains, se frappa de son propre glaive. Toutefois, avant d'expirer, il fut transporté auprès de Cléopâtre. Elle le serra contre elle tandis qu'il rendait son dernier souffle. Un peu plus d'1 semaine plus tard, Cléopâtre prit sa décision. Plutôt que de souffrir l'humiliation d'être paradée comme prisonnière d'Octave, elle mit fin à ses jours. Selon la légende, elle succomba à la morsure d'un aspic, bien que les sources historiques restent floues sur ce point. Elle n'avait alors que 39 ans, une existence qui, somme toute, fut assez bien remplie. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains
a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives, en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés.
Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créés en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique. Et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche.
illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle.
D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs